En ce moment même, ça peut être l'une des plus grandes opportunités de toute votre vie. La chute sera tellement violente même s'ils parviennent à résoudre le problème du coronavirus. La crise sera quand même un choc. Et vous devez être beaucoup plus intelligent. J'ai essuyé une perte de 800 000 $ à l'âge de 32 ans. Voici comment mon père riche et mon père pauvre ont réagi. Vous savez, mon père pauvre était un homme bien. Un professeur d'école qui travaillait pour l'État du Hawaï. Mon père pauvre avait de la peine pour moi. Mais mon père riche m'a dit « Félicitations, tu as perdu ta première affaire. C'est un état d'esprit. » Et il m'a dit « La plupart des entrepreneurs perdent 3 affaires. Donc au lieu de t'enfuir et de déclarer faillite, va parler à tes investisseurs. Dis-leur que tu as foiré mais que tu vas t'arranger et que tu vas les rembourser. Et va réparer ce sacré business. » Donc au lieu de m'enfuir et de me cacher comme certains de mes partenaires ont fait, et ce n'est pas une histoire hawaïenne de portefeuille velcro, soit dit en passant, j'ai dû faire marche arrière et chercher les erreurs que j'ai commises. Et quand mon entreprise s'est remise sur pied, j'ai commencé à rembourser mes créanciers. Et j'ai continué à les payer quand l'affaire est devenue un succès. J'ai donc appris de ma chute. Plus que ce que j'ai appris durant toutes mes années à l'école. Dans la vie réelle, les gens qui commettent le plus d'erreurs sont les plus intelligents. Quand une personne lambda achète une maison, elle se dit « Oh, j'ai un patrimoine ». Mais en vérité, c'est de l'argent qui va chaque mois directement à la poche de la banque. Donc votre argent va directement à la banque ? Ce n'est pas si intelligent, vous savez. Je veux que l'argent vienne de la banque vers moi, mais à la place, il va à la banque et il est utilisé pour acheter des actions ou dans un fonds mutuel d'obligations. Et ce sont des actifs qui vont directement à Wall Street. Ce ne sont pas vos actifs, ce sont des actifs détenus par Wall Street. Et vous verrez ça sur la 3e ligne de vos dépenses. La première ligne, c'est les impôts. L'employé lambda, comme mon père pauvre, qui a un bon salaire, voit son argent partir dans les impôts et aller directement au gouvernement. C'est logique. Donc, quand vous êtes salarié, la première ligne de dépenses, c'est les impôts. La 2e ligne, c'est les intérêts des hypothèques qui vont à la banque. Et la 3e, c'est votre 401k, votre plan d'épargne retraite. Ou IRA, c'est-à-dire le plan individuel d'épargne retraite, qui vont directement à Wall Street. Regardez ce graphique appelé cadran de flux de trésorerie E et S. E pour employé et S pour entrepreneur. Ça, c'était mon père pauvre. Vous savez, le genre de personnes qui travaillent pour de l'argent. Ces gens ont des limites. Ils travaillent pour de l'argent et investissent leur propre argent. Mais de l'autre côté, il y a mon père riche. C'est le côté capitaliste. Le capitaliste utilise le travail et l'argent des autres pour devenir plus riche. De quel côté voulez-vous être ? Je préfère être capitaliste. Telle est la seule différence. Tout le décalage réside dans cet inconvénient. Étudier, ça n'importe qui peut le faire s'il le décide. La raison pour laquelle je gagne plus d'argent n'est pas le fait que j'aime ce que je fais. Parfois je fais des choses que je déteste faire afin de gagner le patrimoine que j'aime. J'aime avoir un business. Le business me permet de vivre le style de vie que je veux. Et ensuite, j'investis dans l'immobilier. C'est ce que je sais. Plus le risque est élevé, plus il nécessite de l'éducation. Le reste dépend de votre volonté d'apprendre. La plupart des gens ne l'ont pas. Ils veulent un travail, la sécurité de l'emploi, ils veulent un salaire, ils veulent un plan d'épargne. Et c'est pourquoi ils n'y arrivent pas. C'est pourquoi ils ne parviennent pas à aller de l'autre côté. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, mais je ne voudrais jamais être à leur place. Je l'ai su quand j'avais votre âge. J'ai su de quel côté je voulais être. Mais plus le risque est élevé, plus la rétribution est grande. Et plus grands doivent être votre persévérance et vos efforts dans l'apprentissage et les études. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. C'est le revenu le plus coûteux en impôts. Il y a 3 sortes de revenus. Les revenus du travail, de portefeuille et les revenus passifs. Le revenu de travail, c'est le salaire d'un emploi. Si je suis médecin ou programmeur, l'argent que je touche est un revenu du travail. En revanche, si j'achète des pommes à 10 $ et que je les revends à 20, c'est un revenu de portefeuille, des gains de capitaux. Et enfin, le revenu passif, qui est les flux de trésorerie, n'est jamais taxé. Pour ceux parmi vous qui sont assez vieux pour se souvenir, 1987 n'était pas seulement une crise des subprimes. Elle a pris des épargnes entières et toute l'industrie des crédits, c'est-à-dire tout le système bancaire s'est écroulé. Les épargnes et les emprunts ont tout simplement disparu. Le marché continuait de s'effondrer et j'ai dit à Kim, oui, ça s'est passé en 87-88. Et en 1989, au summum du pessimisme abyssal, j'ai dit, oui, je deviens riche maintenant. Et comme Buffett disait toujours, achetez quand les ours sont en train de vendre. Et quand les ours finissent par abandonner, c'est à ce moment-là que vous les remplacez. On apprend plus ou moins rien à l'école. En effet, vous découvrirez qu'aller à l'école diminue votre aptitude à devenir riche. Ça va à l'encontre de ce que tout le monde vous dit. Allez à l'école, trouvez un emploi et vous gagnerez de l'argent. Ça a peut-être marché il y a 1000 ans, mais ça ne marche plus aujourd'hui. La première raison pour devenir entrepreneur, ce n'est pas l'argent.
La première raison pour devenir entrepreneur, c'est le développement personnel. Vous apprenez à vous développer, à devenir comme une armée, à devenir pleinement tout ce que vous pouvez être. Je dis toujours la même chose que Jim. Je le dis sur Lear Capital TV et plus souvent sur Fox. Actuellement, les gens disent « je ne peux pas acheter de l'or, j'achèterai donc de l'argent, le métal ». L'argent est devenu tellement sous-évalué. Je peux acheter de l'argent à 2 $. Je peux aller au vendeur de pièces du coin et acheter une dîme à 2 $. Une pièce de 10 centimes à 2 $. Donc n'importe qui peut acheter ce que j'appelle la monnaie réelle à la place de la fausse monnaie. En 1971, le dollar américain est devenu une fausse monnaie, quand Nixon a décidé de nous faire sortir du dollar convertible en or. Et comme je l'ai écrit dans un livre intitulé Faux, que j'ai publié en 72, j'ai franchi les lignes ennemies pour acheter mes premières pièces d'or. Le problème est que les Américains ne savent plus ce qu'était l'or. En plus, en 72, j'ai acheté mon premier Krugerrand à 50 $ à Hong Kong. Je suis devenu criminel quand je l'ai fait entrer clandestinement aux États-Unis, parce que c'est illégal aux Américains de posséder de l'or. Dieu merci, en 74-75, c'est redevenu légal. Ce Krugerrand que j'ai acheté à 50 $ à l'époque vaut aujourd'hui 1500 $. Alors, qui est le plus intelligent? Le mec qui a épargné des billets ou le mec qui a épargné de l'or? Et l'argent, le métal, est dans la même catégorie, il vaut à peu près 15 $. Donc les gens qui disent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de l'or ou de l'argent, je ne sais pas dans quelle grotte ils vivent. Chris Duhon l'a dit, quand les gens demandent qu'est-ce qu'on peut faire, n'importe qui peut acheter de l'argent, maintenant. Les prix sont à la baisse actuellement, c'est une bonne nouvelle. Ça vaut moins de 20 $, tout le monde en a les moyens, mais encore, seulement 2% le feraient. C'est la plus grande opportunité de l'histoire, et c'est aussi la pire période de l'histoire. Ce que vous en faites ne dépend que de vous. L'espoir est le propre des gens désespérés, seule l'activité compte. Les histoires des plus grosses entreprises mondiales, telles que McDonald's, Apple, Tesla, Starbucks et bien d'autres, ainsi que les coulisses de leur succès. Alors regarde tout de suite une vidéo de Blux Business. Blux Business est une chaîne qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos insolites et inédites sur les grandes entreprises. Cliquez tout de suite sur Blux Business et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain. Ici, Robert veut faire la distinction entre un actif et un passif parce que la plupart des gens croient qu'ils ont un actif alors qu'en réalité c'est qu'ils ont un passif. Pour bien commencer, il faut savoir que dans des termes assez simples, un actif c'est tout ce qui fait rentrer de l'argent dans votre portefeuille. Un passif c'est ce qui fait sortir de l'argent de votre portefeuille. Il dit que si vous voulez devenir riche, n'achetez que des actifs. Il le reprend par le schéma suivant. Un actif suit ce cycle et il va dans le portefeuille revenu. Un passif, lui, va dans le portefeuille dépenses. Les gens qui sont dans la pauvreté achètent par exemple une voiture pour usage personnel, c'est qui est un passif. Cet achat va dans le portefeuille dépenses parce qu'il faut les frais d'entretien, plus de l'assurance, le financement, le caractère dégressif de la voiture, parce que chaque année la voiture perd en valeur. En gros, cet achat rapporte rien en revenu. Ils achètent aussi une maison qui croit à tort être un actif, alors que Robert estime qu'acheter une maison pour y habiter est un passif, parce qu'il y a tant de frais d'entretien, l'assurance, l'hypothèque, les taxes, et que si vous êtes un employé et achetez une maison pour y habiter, vos efforts au travail se concentrent dans les 3 scénarios suivants. 1. Vous travaillez pour quelqu'un, votre employeur. 2. Vous travaillez pour le gouvernement, en payant les taxes et impôts. 3. Vous travaillez pour la banque, pour rembourser votre crédit. Pour Robert, c'est la principale raison pour laquelle les gens sont pauvres, parce qu'ils accumulent tant de passifs. Il croit aussi qu'en ayant un bon salaire avec une bonne promotion, ils seront libres. Mais la réalité est que, quand leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent proportionnellement aussi. Sans actifs, les revenus tirés du salaire s'acheminent dans les dépenses mensuelles. À la fin du mois, il se retrouve avec peu. Donc il faut le mois prochain, et ainsi de suite. Robert compare cette situation à celle d'un hamster qui tourne en rond en croyant qu'il va quelque part. Mais quand viendra demain matin, il sera toujours dans sa cage. Alors que les riches de leur côté remplissent la case des actifs. Ils achètent par exemple des maisons pour les louer, c'est qui les génèrent des revenus tous les mois dans le portefeuille revenu. Ou encore des actions qui leur génèrent des dividendes,
ou encore achètent et revendent des biens avec un plus-value. Plus ils accumulent des actifs, plus leur liberté financière est garantie. Deuxième leçon, l'actif c'est ce qui vous fait rentrer de l'argent dans votre portefeuille. Le passif c'est ce qui fait sortir de l'argent de votre portefeuille. Distinguez l'un de l'autre et achetez des actifs et non pas des passifs. Cette deuxième leçon est si simple que beaucoup d'entre nous passent à côté. La troisième leçon, c'est un peu une conséquence des deux premières. C'est le cash flow, ou l'art de générer plus d'argent avec de l'argent. Robert Kiyosaki considère chaque centime qu'il a comme un soldat ou un employé qui doit lui rapporter encore plus d'argent. Chaque revenu qu'il tire de sa colonne d'actifs doit être réinvesti pour générer plus d'actifs qui génèrent encore plus d'actifs, et ainsi de suite. C'est un flot de cash suivant ce cycle. Et vous atteignez votre liberté financière lorsque vos revenus mensuels provenant de vos actifs sont supérieurs à vos dépenses et réinvestir ce qui vous reste après vos dépenses dans la colonne d'actifs. C'est là l'enseignement principal qu'il faut retenir de Père riche, Père pauvre. Robert va rajouter quelques éléments qui sont tout aussi importants que les trois premières leçons. Premièrement, qu'il faut continuer à apprendre et développer votre intelligence financière. Il lui est arrivé un jour de trouver un immeuble à vendre pour 1 million et quelques et que lui n'avait pas l'argent qu'il faut pour acheter, mais savait que l'immeuble pourrait se revendre 2 millions et plus. Il fait au vendeur un apport de 100 000 euros. Va trouver quelqu'un d'intéressé par le bien qui lui aurait payé ces 100 000 euros plus une commission de 40 000 euros. Deuxièmement, il a appris aussi que l'intelligence financière permet aux riches d'imputer leurs dépenses personnelles sur les dépenses de leur entreprise et non pas comme des dépenses personnelles. C'est qui leur permet de payer moins de taxes. Ces exemples symbolisent pour lui l'intelligence financière qui est la synergie de la comptabilité, de l'investissement, de la loi et du marketing. Comprendre la loi, c'est comprendre comment fonctionne la réglementation sur l'impôt, les taxes de son pays. Comprendre le marketing, c'est comprendre comment pouvoir vendre une idée, un potentiel. L'investissement, c'est différencier les actifs des passifs et acheter des actifs, dégager une marge brute d'autofinancement, dépenser et réinvestir la différence dans encore plus d'actifs. Voilà ce qu'on peut retenir de Père riche, Père pauvre. Aller à l'école, trouver un travail, payer des impôts, économiser de l'argent, acheter une maison parce que c'est un actif, éliminer vos dettes et investir dans le marché boursier. Et ça crée des pauvres. Avant de commencer la vidéo et pour tous ceux qui se demandent comment créer un business en ligne, j'aimerais te présenter System.io. En effet, System.io est un logiciel qui regroupe tous les outils indispensables pour créer et gérer un business en ligne. Et ça, c'est très agréable quand on débute et qu'on n'est pas forcément expert dans la partie technique du business. Si tu es déjà entrepreneur du web, tu sais à quel point les outils avec lesquels on travaille sont importants. Tu dois miser sur un bon marketing et la création d'un système efficace qui donne une bonne image de ta marque. System.io te permet de créer et faire grossir ta liste email, de créer des pages de capture, des pop-up et des formulaires que tu vas pouvoir intégrer sur ton site internet pour collecter des emails, créer des tunnels de vente très facilement et bien sûr créer et héberger des formations numériques, cours en ligne vidéo, des e-books. Tu peux héberger toutes tes formations, qu'elles soient gratuites ou payantes sur ton compte. Tu peux également, si tu le souhaites, vendre des produits physiques car tout s'interconnecte pour envoyer automatiquement ton produit au client. La cerise sur le gâteau avec System.io, c'est que tu peux également créer ton propre programme d'affiliation sur tes différents produits et services et donc les faire vendre par d'autres personnes. Pour résumer, System.io intègre un autorépondeur, un créateur de tunnels de vente, un hébergeur de formation et la gestion de l'affiliation. C'est un véritable outil tout en un que j'utilise moi-même. Tu retrouveras un lien dans la description qui te permettra de bénéficier de 14 jours d'essai gratuit. Est-ce que les riches vous ont dit de ne pas dire ça? Ouais. Ne dites pas ce que vous connaissez. Mon père était professeur. Je rentre à la maison et je lui demande pourquoi on n'apprend pas l'argent à l'école. Il me dit parce que le gouvernement ne nous laisse pas en parler. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner.
J'ai trouvé ça étrange. J'ai dit, mais on va à l'école pour apprendre l'argent. Vous savez, non. Votre travail est de trouver un emploi. Aller à l'école, trouver un travail, payer des impôts, économiser de l'argent, acheter une maison parce que c'est un actif, éliminer vos dettes et investir dans le marché boursier. Et ça crée des pauvres. C'est un mode de vie qui hypnotise ton cerveau. Donc quand les gens disent « Comment changer ma vie ?», eh bien je n'irai pas à l'école parce que vous n'apprenez rien sur l'argent à l'école. Je veux trouver un emploi parce que si j'ai un emploi, je suis un employé. Et alors, je paierai des impôts, et moi je ne paie pas d'impôts et je n'économise pas d'argent. J'utilise les dettes pour devenir riche. Et je n'investis pas dans le marché boursier. C'est pour ça que je suis riche. Et donc les jeunes qui écoutent en ce moment peuvent se dire « Mais c'est ce que ma mère et mon père ont dit ». Alors aux jeunes, comme je le disais, contestez ou remettez en question ce qu'on vous a enseigné. Donc, si vous dites trouver un emploi, vous devenez un employé. Mais si vous êtes un employé, vous travaillez pour de l'argent. Et je paie des impôts. Puis ils vous disent d'économiser de l'argent. Mais pourquoi économiser de l'argent quand le gouvernement imprime de l'argent? Eh bien, la dette est de l'argent. J'ai utilisé les dettes pour devenir riche. Il faut s'endetter pour devenir pauvre et investir en bourse. Moi, je n'investis pas dans le marché boursier. La première façon de comprendre le risque est de se regarder dans le miroir. Vous êtes le risque, pas l'investisseur. Par exemple, j'investis dans beaucoup de biens immobiliers. L'immobilier est si risqué que j'achète des ETF. Donc, vous jouez la sécurité. Mais vous apprendrez plus en investissant dans l'immobilier, n'est-ce pas? Parce que vous ferez plus d'erreurs. C'est la différence. Ce n'est donc pas l'immobilier qui est risqué, c'est votre risque. Et regardez les pensions des enseignants, des pompiers, tous les gars comme ça. Ils sont tous en faillite parce que Wall Street leur a volé leur argent, vous savez? Et la banque de la Réserve fédérale, ils sont dirigés par des PID. PID signifie pauvre, impuissant et désespéré. Encore une fois, c'est mon message à tout le monde, y compris les millennials qui se demandent où est leur tête. 99% des Américains sont fauchés parce que leur tête est au mauvais endroit. Quand j'ai commencé le voyage sur l'investissement, le début du voyage sur les actifs, comme tout le monde, j'étais concentré sur la colonne des revenus. Trouver un travail, obtenir des augmentations de salaire. Si vous êtes payé à l'heure, travaillez plus d'heures ou augmentez votre salaire horaire. Donc j'ai toujours été concentré ici. Et puis, finalement, après avoir acheté quelques propriétés d'investissement, la lumière s'est enfin allumée. Et je me dis qu'au lieu de se concentrer sur l'acquisition d'un revenu, si on se concentrait plutôt sur l'acquisition d'actifs et que les actifs entraient dans la catégorie des revenus. C'était donc un énorme changement dans mon état d'esprit. Et une fois que ce changement s'est produit sur moi, je ne pense plus à la colonne des revenus. Je pense juste aux actifs. C'est notre jeu appelé cash flow. Voici donc le jeu des flux de trésorerie. Et ça s'appelle un état financier. Donc pour simplifier, regardez un état financier comme un revenu ou une dépense. Actif, passif. Il y a encore une chose. L'état le plus important de tous s'appelle l'état des flux de trésorerie. Sur le côté. La raison pour laquelle le flux de trésorerie est devenu un jeu si important, c'est pour voir ce qui est important pour votre banquier, ou pour notre pays, ou pour un entrepreneur. C'est qu'un entrepreneur doit savoir comment augmenter ses revenus et un entrepreneur va savoir comment créer des actifs. Si vous ne savez pas ces deux choses, vous ne devriez pas être un entrepreneur, vous devriez être un employé. L'économie n'existe pas ici, l'économie existe ici. Si vous obtenez un emploi, vous êtes un employé. Si vous économisez de l'argent, vous êtes un épargnant. Et pourquoi économiser de l'argent quand ils impriment de l'argent et qu'ils disent d'investir dans le marché boursier pour votre pension?
Mais pourquoi faire ça? Parce que c'est comme ça qu'ils obtiennent votre argent. Et que vous vous endettez quand des types comme moi utilisent l'argent de l'impôt. J'emprunte toujours pour investir. L'un de mes livres préférés qui vient de sortir s'appelle « Fake Money, Fake Teachers, Fake Assets ». J'ai utilisé la dette. Mais pour pouvoir faire ça, pour aller là, pour devenir riche, il faut vraiment avoir une bonne éducation financière. Quel est le meilleur moyen de s'enrichir? Faites très attention maintenant, car j'utilise la dette. Trump utilise la dette. Plus nous utilisons la dette, moins nous payons d'impôts. C'est pourquoi j'aime l'immobilier. Je peux utiliser des dettes, ne pas payer d'impôts et gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment ce que j'enseigne. Je ne le recommande pas. Mais pour ceux d'entre vous qui comprennent ce qu'on appelle un retour infini, c'est le meilleur moyen de s'enrichir. Mais il faut avoir une bonne éducation financière. Mais les entrepreneurs ne paient pas d'impôts. Nous n'économisons pas d'argent, nous utilisons la dette comme argent. Et tout est très différent. Je n'investis pas dans le marché boursier, mais j'ai dû en payer le prix, qui était d'obtenir ma propre éducation, pas celle qu'ils enseignent à l'école. Et de la même manière que mon père riche m'a appris, comme au Monopoly, avec un hôtel rouge, etc., j'ai appris l'argent. J'ai appris à être un capitaliste, pas un employé. Je ne paie pas d'impôts, j'ai utilisé les dettes pour avoir de l'argent. Et je n'investis pas dans le marché boursier. Et quand je disais ça aux adultes, ils se mettent en colère contre moi. Donc, eh bien, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que vous êtes pauvre. Mais quand je disais aux jeunes, vous avez une chance, je ne dis pas que j'ai raison, mais il y a une chance. Je dis juste qu'il faut remettre en question la transe hypnotique qu'on t'a mise dans la tête. Parce que c'est ce qui maintient les gens dans la pauvreté, tu vois. Alors quand vous vous demandez pourquoi tant de gens sont dans des difficultés financières, c'est juste parce qu'ils n'ont pas défié cette hypnose, cette espèce de but commun qu'on nous met dans la tête à tous. Aller à l'école, trouver un emploi, travailler dur, économiser de l'argent, bien payer ses impôts. Mais tant que vous ne remettez pas tout ça en question, vous ne changerez pas. Ouais, par exemple, si vous regardez le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, il y a littéralement 25 personnes dans une pièce qui prennent une décision. La FED, c'est 12 personnes qui font la même chose. J'ai un ami qui dit toujours, 12 personnes prennent une décision pour l'argent de minimum 330 millions de personnes. Ça ne passe pas avec la nouvelle génération. Disons que j'ai 200 000 $ à investir. J'ai 10 000 $, 100 000 $, 1 million de $. Que devrais-je en faire? Que me recommandez-vous? Je dirais étudier. Il y a des avantages dans l'argent, l'or et le bitcoin. Et vous devez connaître ces avantages ainsi que les inconvénients. Ça ne coûte rien d'étudier, mais c'est la chose la plus importante à faire. C'est pour ça que je recommande d'écouter Stansberry. Je suis très optimiste par rapport à l'argent, car c'est abordable aujourd'hui. Il est à 25 $, 50% de moins que son prix le plus haut, et ça n'a pas bougé. C'est pour ça que j'en achèterai. Mais ça ne veut pas dire que vous devez obligatoirement le faire. Si vous aviez les 200 000 $, et je sais que vous les avez, votre plus gros investissement serait l'argent parmi les trois? J'ai déjà des possessions. J'ai acheté du bitcoin quand son prix était bas. Mais j'ai dû comprendre son fonctionnement avant d'en acheter. J'ai acheté ma première pièce d'or en 1972 à Hong Kong, chez Kruger Rand. Et j'ai acheté ma première pièce d'argent en 1964 à 17 ans. Ça fait longtemps que je suis là. Je ne suis pas seulement optimiste, j'adore ça. Je suis un capitaliste. Je suis un hard money. Je ne suis pas dans les économies sociales qui sont de l'ordre du keynésianisme.
Il y a l'argent de Dieu, l'or et l'argent des hommes, le bitcoin ou les crypto-monnaies. Et je pense que c'est important, surtout pour les gars comme moi, de comprendre le monde des cryptos, car c'est un monde qui vient à nous aujourd'hui. Et les gars comme nous, dans l'or et l'immobilier, sommes de plus en plus éliminés. Aujourd'hui, il y a cette bataille entre les vieux et les jeunes. Les vieux se retrouvent dépassés. Buffett, par exemple, est anti-or et anti-crypto. Et je me dis, sérieux, comment tu peux être anti quelque chose ? Il faut voir les pour et les contre de chaque chose. Mais il n'a pas à s'en inquiéter, il fait beaucoup d'argent. Ensuite, il y a les gars comme Jim Rickards, un ami à moi qui dit « La crypto est morte ». C'est la raison pour laquelle j'adore YouTube. Je peux m'y balader pour trouver un autre point de vue. Vous, les jeunes, vous êtes tellement intelligents. Vous êtes loin en ce qui concerne l'éducation financière, mais surtout, vous êtes conscients, alors que les vieux sont plutôt fermés d'esprit sur ce qui concerne votre monde. Vous devriez jeter un coup d'œil au monde des cryptos, même si vous êtes fermé d'esprit comme ces vieux gars. Je pense que quand vous commencez à vous intéresser au marché financier, surtout au point de vue macroéconomique, il y a des problèmes et des solutions. Et ce qui finit par se passer, c'est que ceux qui investissent dans les métaux précieux et ceux qui investissent dans les crypto-monnaies se mettent d'accord sur la plupart des problèmes. Il n'a pas de secret. Si tu imprimes beaucoup d'argent, cette monnaie sera dévaluée. Il y a une grosse dette de la société, le bilan de la FED est hors de contrôle. Généralement, nous sommes tous d'accord là-dessus, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. La question est que faire? Et je pense que quand on s'accorde sur des solutions, c'est cette idée de monnaie saine. Que ce soit l'or, l'argent ou le bitcoin, ils ont tous divers aspects de monnaie saine. Donc là, on se dit que l'or a 5000 ans au compteur et le bitcoin seulement 11. Alors oui, forcément, il va y avoir une hésitation quand on va parler du bitcoin. Alors je dis aux gens, regardez, l'avantage du bitcoin, le plus important, c'est sa transparence complète et sa traçabilité. Vous savez exactement combien il existe de bitcoin, combien on en produit chaque jour. Vous connaissez l'équation de l'offre et de la demande, et c'est sûr à 100%. C'est donc juste un problème générationnel. Les plus vieux ne sont pas habitués à toucher les technologies digitales, alors que les jeunes le sont. Donc chacun choisit son actif, mais les deux ont ce principe de monnaie saine. Et je pense que les deux s'en sortiront bien à la fin de cette crise économique. C'est pour ça que je me suis converti au Bitcoin. C'est ma raison, et c'est Anthony qui me l'a montré. En même temps, la FED imprime des milliers de millions de dollars. Le Bitcoin se resserre. Le Bitcoin devient plus dur et le dollar plus mou. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cette distinction? Ouais, si vous prenez l'assouplissement quantitatif, c'est littéralement la FED qui imprime des dollars et qui inonde le marché avec des dollars, n'est-ce pas? Ça crée un nombre plus important de dollars en circulation. C'est l'assouplissement quantitatif. L'opposé de cela, le durcissement quantitatif ou le resserrage quantitatif, serait qu'il retire des dollars de la circulation. Donc, ce qu'il se passe avec le Bitcoin ressemble à du durcissement quantitatif. Il y a 21 millions de bitcoins créés. Au début, toutes les 10 minutes, 50 étaient distribués dans la circulation. Cela a été programmé pour être coupé en deux 4 ans plus tard. Après 4 ans, de 50 bitcoins toutes les 10 minutes, on en est à 25. Puis au bout de 4 ans, encore coupé en deux, on arrive à 12. Et au début du mois de mai, on est passé de 12 à 6,5. Alors, comment le prendre? Eh bien, on est passé de 1800 par jour créés et qui entraient en circulation. Maintenant, il n'y en a que 900. Donc, quand on pense à l'opposé de l'assouplissement quantitatif, on pense au durcissement quantitatif. On obtient un cap artificiel d'approvisionnement qui devient de plus en plus difficile à obtenir chaque jour. Donc, tant que la demande reste la même ou monte, la valeur du dollar devrait augmenter. Et donc, la clé de cette question, pourquoi les jeunes gravitent autour de cet actif? Premièrement, c'est programmatique comparé à la FED.
FED, les gens parient des milliers de millions de dollars sur le marché. La FED va-t-elle imprimer plus ou non? C'est la seule décision qui importe. Avec le Bitcoin, on sait avec une certitude de 100% ce qui va se passer. Deuxièmement, c'est que c'est programmatique. Personne ne peut le manipuler. Donc dans le monde dans lequel on allume la télé, tout le monde se bat en se demandant ce que fait la FED. Personne ne peut manipuler ce marché. Personne ne peut changer le calendrier d'approvisionnement de ce marché programmatique. La FED est une banque centralisée. Centralisée veut aussi dire communiste, dans son commandement et dans le contrôle d'un gouvernement centralisé. C'est du communisme. Le Bitcoin, l'or et l'argent ne sont contrôlés par personne. Donc l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'acheter de l'or en 72, c'est parce que la FED ne pouvait pas jouer avec. Ils ont joué avec à un certain niveau, mais ils ne peuvent pas en imprimer beaucoup. C'est ce que je n'aime pas à propos du dollar. C'est donc ce qu'on veut dire quand on dit programmatique. Mais j'appelle ça l'argent du peuple, car il n'y a pas quelqu'un comme Jerome Powell, le président de la FED, qui peut dire « aujourd'hui ça va faire ça, et demain ça va faire ça ». Tout est déjà prévu pour des années. Combien de pièces vont sortir, etc. Ouais, par exemple, si vous regardez le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, il y a littéralement 25 personnes dans une pièce qui prennent une décision. La FED, c'est 12 personnes qui font la même chose. J'ai un ami qui dit toujours, 12 personnes prennent une décision pour l'argent de minimum 330 millions de personnes. Ça ne passe pas avec la nouvelle génération. Donc quand vous regardez le Bitcoin, il y a du code qui a été écrit et qui ne peut que changer seulement si plus de 50% des gens sur le réseau sont d'accord pour le changer. Donc quand il y a des millions de personnes qui essayent de coordonner quelque chose, rien ne se passe. Donc ce code ne changera pas. Il va rester comme il est, et s'il y a un changement, tout le monde le verra arriver. C'est complètement décentralisé. Le système des vieux est centralisé par des vieux qui contrôlent et qui obtiennent du cash, n'est-ce pas? Oui, et une façon de voir la chose est que le dollar américain est une monnaie souveraine. C'est contrôlé par une nation. Chaque nation a sa propre monnaie qu'il manipule à leur guise. On le voit à travers le monde. Tout le monde manipule sa monnaie. Le Bitcoin est la séparation de l'État et de l'argent. C'est la première fois que l'on voit une monnaie plus à l'écart encore que l'or. D'un coup, aucun pays ne peut manipuler la politique monétaire. Donc ce qui va se passer, je pense, c'est que toutes les monnaies seront digitales. Un dollar digital, un euro digital, un yen digital, etc. Donc la technologie sera la même partout. La compétition sera au niveau de la politique monétaire. Et je pense personnellement que la séparation de l'État et de l'argent sera considérée comme de la politique monétaire supérieure. Comme l'or qui pendant des décennies a été considéré comme la plus grande réserve de valeur grâce à ce principe de monnaie saine. C'est vrai, et nous allons prendre une pause, mais il y a plein de choses encore à comprendre. Quand les États-Unis vont-ils sortir un dollar digital? Telle est la question. Dans la crise du corona, la crise la plus importante est la financière. Votre génération, les millénials, vous vous êtes fait avoir, vraiment. La crise du corona, comme ils l'appellent, est un écran de fumée pour cacher quelque chose qui se passe depuis des années. Quand j'avais ton âge, j'étais au Vietnam en tant que pilote pour la marine. Un jour, mon père riche m'a envoyé une lettre qui disait « Attention, le monde va changer ». Et le monde a changé, car le président Nixon a annoncé la fin de la convertibilité du dollar en or en 1971. Mais à l'époque, en tant que pilote de la marine, j'ai mis 6 mois à recevoir cette lettre. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, votre téléphone sonne et vous avez l'info. Le monde n'est plus un monde finalement. Mais il me prévenait que le monde allait changer, et je ne l'ai pas vraiment compris sur le moment. C'est à ce moment que ma curiosité à propos de l'or et de l'argent a vraiment changé. Aujourd'hui, quand je regarde la crise du corona, cette crise financière, je suis horrifié car, en réalité, elle a commencé en 71. La raison pour laquelle je suis riche aujourd'hui est que je savais que quelque chose n'allait pas.
Je ne le savais pas jusqu'en 72, quand je suis allé au-delà des frontières ennemies pour acheter de l'or. Je ne savais pas ce que ça représentait. Il était illégal pour les Américains de posséder de l'or en 1972. Je trouvais ça très étrange. Ma vie m'a mené à ce moment. Et je suis très heureux de vous parler. Dans la crise du corona, la crise la plus importante est la financière. Votre génération, les millénials, vous vous êtes fait avoir. Vraiment. Tout allait bien, car ils imprimaient toujours plus d'argent. Désormais, tout s'effondre. Le prix de l'or, de l'argent et du Bitcoin va aussi s'effondrer. Mais le dollar va s'envoler. Soyez patients. Nous devons protéger la position du dollar américain comme pilier de stabilité monétaire à travers le monde. L'impression massive d'argent détruit le dollar. Il est temps d'acheter de l'or, de l'argent et du Bitcoin. Comprenez comment l'argent est créé. L'argent, c'est du crédit et de la dette. C'est tout. Crédit, dette et taxes. C'est ça l'argent. Aujourd'hui, la raison pour laquelle l'économie mondiale s'effondre prend racine en 1971. Ils pouvaient juste imprimer du faux argent et continuer à en imprimer. C'est le dollar américain. Les USA peuvent continuer à imprimer de l'argent faux pendant des années. Le seul moyen de garder l'économie en expansion était de trouver des gens assez stupides pour s'endetter. Je n'avais pas ça quand j'étais gamin. Ce qu'on appelle une carte de crédit. Maintenant, tout le monde en a une. Mais personne ne vous apprend à l'utiliser. Pourquoi les gens ont des cartes de crédit? Car ils ont besoin de plus d'argent. Alors ils continuent à étendre l'économie et à trouver des gens assez stupides pour s'endetter. Ils leur donnent des cartes de crédit et tout ça, des prêts automatiques. Mais la pire chose pour votre génération était en 2009. Quand Obama est allé dans les banques pour dire « Nous devons rendre les étudiants plus endettés », avec l'excuse d'une meilleure éducation. Tout augmentait. C'était l'inflation. J'ai donc créé ma fortune en pilotant le vaisseau vers le haut. C'était un super moment pour devenir riche. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tout va commencer à s'effondrer. Quand j'étais au lycée, personne ne touchait aux actions. Tout le monde achetait des obligations. Ceux qui achetaient des actions, c'étaient des parieurs. Personne n'achetait de l'immobilier. Ils achetaient une maison, mais il n'y avait pas d'investissement dans l'immobilier, commercial du moins. Les plus grands voyous sont à Wall Street. Ce sont les plus grosses banques. JP Morgan, Goldman Sachs, Wall Street. Ce n'est pas du capitalisme, c'est du crime. La raison pour laquelle j'aime l'immobilier, c'est que je peux utiliser la dette. La dette, c'est de l'argent exonéré de taxes. Tout le monde dit « sors de la dette ». Mais vous devez savoir ce que vous faites. Je ne le recommande pas, mais j'emprunte autant que je veux, car c'est de l'argent sans taxe. Disons que j'emprunte $1 million par exemple. C'est $1 million sans taxe. Si je devais travailler pour toucher $1 million, ça me coûterait 2 millions, car je devrais payer des taxes. Ce que j'ai dit, et que je vais répéter car certains ont besoin de l'entendre, votre génération, cet objet, appelé smartphone, c'est sorti en 2007. La génération milléniale a reçu le plus puissant des outils que n'importe quelle génération n'ait jamais reçu. Et pourquoi vous l'utilisez? Pour Twitter, le social, Facebook, je ne sais pas ce que vous faites avec ça, mais j'adore cet objet. Je suis constamment sur YouTube. J'y trouve les meilleurs professeurs du monde dessus. Je ne comprends même pas pourquoi les gens continuent d'aller à l'université, sachant que les meilleurs professeurs sont sur YouTube gratuitement. Ce n'est même pas juste une question de professeur. Ce que j'aime avec YouTube, c'est que quelqu'un peut dire X et un autre va dire non, c'est Y. J'écoute donc les deux avis. C'est là que votre intelligence évolue. Quand vous écoutez deux points de vue. À l'université, vous allez écouter un seul mec qui est ennuyeux à mourir. Comme vous pouvez le deviner, je n'aimais pas trop l'école. Je ne voulais pas devenir un employé. À chaque fois que le prof disait « va à l'école et trouve un travail », je disais « je ne veux pas de travail ». Ça n'avait aucun sens pour moi, car j'avais mon père riche. Mon père pauvre était un employé. C'était un bon employé, mais moi, je ne voulais pas en devenir un. La différence, c'est que votre génération n'a pas le choix. Vous n'avez pas d'autre option.
La plupart des professeurs viennent du point de vue communiste, qui est en gros, nous devons donner du poisson aux gens. C'est la théorie monétaire moderne, TMM, la théorie monétaire marxiste. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, etc., etc. Je ne suis pas en contradiction avec eux, j'ai de la peine pour les pauvres. Mais je ne crois pas qu'on devrait leur donner du poisson. On devrait leur apprendre à pêcher. C'est ça la différence. Ils ne sont pas pour les pauvres, ils sont contre les riches. Ce que représente cette crise du corona, c'est que nous allons dans un monde nouveau. Je ne sais pas si vous suivez ça, mais nous sommes au bord d'une récession, d'avant janvier 2020. Je n'avais pas vu venir l'assouplissement quantitatif et les taux d'intérêt à zéro. Je n'avais pas vu venir à quel point nos leaders à la Fed allaient être désespérés en mettant des étudiants en dette. Je ne peux pas croire à quel point les gens sont désespérés. Beaucoup de gens dans le monde disent que ça va être une crise en V. Vous voyez, on va toucher le fond et repartir vers le haut. Mais je ne pense pas. La prochaine sera en forme de U. Je ne pense pas non plus. Alors ça sera en W. Bas, haut, bas, haut. Non, je ne pense pas. Je pense que ça va s'effondrer et former un L. Personnellement, je me préparerai à affronter ce L. Je ne sais pas si vous comprenez l'argent, mais il n'y a que 4,5 millions de millions en base monétaire. Il y en a 225 millions de millions en dette. Il y a donc seulement 4,5 millions de millions pour 225 millions de millions en dette. La machine va bientôt s'arrêter. Je ne sais pas quand, mais elle s'arrêtera. Mon or, mon argent et mes bitcoins vont prendre de la valeur. Le prix de l'or, de l'argent et du bitcoin va aussi s'effondrer. Car quand les marchés se crachent, que ce soit des actions, de l'immobilier ou ce qu'on appelle des obligations, les gens ont besoin de cash. Donc, quand le marché s'effondre, ils ont besoin de papier. Ils vendront alors tout ce qui est liquide. C'est ça le mot. L'or, l'argent et le bitcoin sont liquides, alors ils vendront ça. C'est une mauvaise nouvelle si tu les gardes trop longtemps, mais c'est une bonne nouvelle si tu en achètes plus. Donc à chaque crash, ça descendra. Mais si tu tiens et que tu es confiant à propos du gouvernement qui va tout merder, que la Fed va imprimer encore et encore ce qu'ils feront, à chaque fois que ça crache, achète de l'or, de l'argent et du bitcoin. Pour la plupart des gens, l'argent est le plus abordable, mais aussi le plus volatile. Si tu peux acheter du bitcoin pour 20 000 $, vas-y. Si tu peux acheter pour 2 000 $ d'or, alors vas-y. La dernière chose que je veux dire, c'est ça. C'est la plus grande opportunité dans l'histoire du monde. Ce crash va être énorme. Je ne pense pas que l'assouplissement quantitatif pourra résoudre ça. Même s'ils arrivent à résoudre la crise du corona, tout va tout de même s'effondrer.